Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques, qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 313. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la netteté comme langage. Choisir ce qui sera net sur une image peut devenir un acte de langage. On a longtemps présenté la mise au point comme une opération technique, faire en sorte que l'image soit nette, mais cette définition est insuffisante dès que l'on travaille à grande ouverture, par exemple, ou que l'on pousse le zoom à son maximum. À f1.4, la profondeur de champ devient si réduite que la netteté cesse d'être un simple état pour devenir un point de vue, un parti pris. Et cette position n'est jamais neutre. Il y a une condition préalable pour pouvoir choisir précisément où l'on va placer la netteté, c'est que l'appareil doit être fiable. Si l'autofocus est imprécis, on ne choisit rien véritablement, il peut y avoir un décalage. Et si le plan de netteté tombe là où il peut, et non pas là où il doit, il peut s'agir d'un léger décalage. La vérification de la précision de la mise au point est une action importante car elle est ce qui va rendre possible le choix de poser la netteté à tel ou tel endroit. Voici comment vérifier si un décalage de mise au point existe. Vous faites un portrait serré avec une distance de 1 m à 1,50 m en utilisant la focale 50 mm ou même 85 mm. Vous choisissez une ouverture la plus grande possible, f1.4, f1.8, et vous faites la mise au point sur l'œil le plus proche, en utilisant le collimateur unique, qu'on appelle aussi point précis. Vous faites 4 ou 5 déclenchements sans bouger, au cas où une erreur se glisserait. Ensuite, on observe les images avec un zoom à 100%. Vérifiez bien dans votre logiciel d'observation sur l'ordinateur que l'image est bien affichée à 100%. Souvent, elle se présente d'emblée à 50% ou moins. Donc, en observant l'image à 100%, si l'œil est net, la mise au point est précise et fiable. Si les cils sont nets, mais pas l'œil, il y a un décalage léger. Et si l'oreille ou les cheveux sont nets, là, il y a un décalage important. Lorsque la précision est vérifiée et est acquise, on peut vraiment décider où placer la netteté et ce choix de netteté peut maintenant commencer à produire du sens. Par exemple, un portrait serré à pleine ouverture, si la netteté est faite sur l'œil, le regard s'impose, l'image devient comme une rencontre avec le personnage, le spectateur est accroché. Si au contraire, la netteté glisse légèrement vers les cils, l'œil perd de sa force, le regard est toujours là mais il devient plus fragile et plus distant, ce n'est pas une erreur, mais c'est une autre proposition. Et enfin, si la netteté est placée sur l'oreille ou les cheveux, le visage se dérobe, le sujet semble se retirer de l'image, la relation que l'on peut avoir au sujet change, ce qui était frontal devient fuyant. Avec un autre exemple, comme une scène de rue, un passant traverse le cadre, d'autres figures sont en arrière-plan. Si la netteté est captée sur le premier passant, l'image raconte un instant précis, presque isolé. Le monde autour devient un environnement, un décor. Si au contraire, la netteté est volontairement laissée sur l'arrière-plan, le passant devient une apparition, une trace, ce n'est plus lui le sujet, il se transforme en une sorte de flux, de mouvement et devient anonyme. Là encore, ce simple décalage transforme la lecture. La netteté organise et hiérarchise, elle oriente la proposition, elle affirme ou elle affaiblit un point de vue, la netteté rapproche ou met à distance le sujet. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de langage. La question devient où vais-je placer la netteté ? Et la réponse engage directement le sens de l'image. Chez le peintre contemporain Lucian Freud, la précision du regard est un centre de gravité, une forte attention est portée à certaines zones de l'image, en particulier les yeux. Tout semble converger vers ce point. Si l'on transpose cela en photo, on affirme que le regard est le lieu principal de l'image. Déplacer cette netteté, même légèrement, revient à affaiblir ce choix. Le visage existe toujours, mais il ne s'impose plus de la même manière et notre relation au sujet se modifie. Chez le photographe Irving Penn, la question se pose autrement. La netteté est structurante. Elle ne sert pas seulement à décrire, elle organise l'espace. Le plan focal devient une ligne de force qui ordonne les volumes et les matières. Dans ses portraits comme dans ses natures mortes, la précision du point crée une forme de rigueur architecturale. Et à grande ouverture, on peut retrouver cette idée. Choisir le plan de netteté, c'est choisir le plan qui va poser l'image sur un socle. Ce qui est net devient un point d'ancrage. Et ce qui ne l'est pas recule, s'efface ou se limite à un accompagnement. La netteté construit une hiérarchie dans l'image.
Et chez le photographe Paolo Roversi, la netteté est utilisée comme un retrait, une soustraction. Elle est souvent incertaine, ou parfois décalée, ou encore totalement absente. Il ne cherche pas à rater la netteté, bien sûr, il choisit de l'ancrer nulle part. La netteté exacte affirme une présence. La netteté flottante suggère comme une apparition. Les micro-déplacements à une vitesse lente peuvent aussi produire un flou signifiant. La netteté cesse d'être un point fixe. Elle flotte, elle hésite, elle se dérobe légèrement. Le visage n'est pas entièrement saisi, il apparaît. Là où une netteté exacte impose une présence, une netteté incertaine introduit une distance et une certaine fragilité. Le sujet reste en suspens. Dans ces trois approches, la netteté ne se réduit pas à une qualité technique. Elle agit comme un principe d'organisation et comme un vecteur de sens. Elle désigne ce qui doit être regardé et ce qui doit être laissé en retrait. Et c'est en ce sens que l'on peut parler de langage. Une fois la précision maîtrisée, la question n'est plus « est-ce que c'est net ?», mais « où se présente la netteté ?» Et cette question engage directement tout le propos de l'image. À grande ouverture, un décalage de quelques millimètres suffit à transformer la lecture. La netteté peut accrocher l'attention, isoler, exposer ou au contraire atténuer, éloigner, laisser flotter le sujet. L'erreur et le choix peuvent se ressembler visuellement, mais ils ne produisent pas le même effet. L'erreur affaiblit l'image et le choix la précise en l'affirmant. Maîtriser la précision de la netteté, c'est se donner les moyens d'être exact dans ce que l'on montre, et parfois être exact, ce n'est pas faire en sorte que l'image soit nette partout, c'est placer la netteté exactement là où c'est important qu'elle soit. Si vous appréciez mes podcasts et que vous pensez pouvoir encore améliorer vos images, je vous propose un point de vue extérieur sur vos photos et des idées pour progresser dans votre expression graphique. Vous trouverez le lien sur le site l'écoledephoto.fr, rendez-vous en ligne. Je vous guide à partir des images que vous m'envoyez, en utilisant les outils graphiques et techniques spécifiques de la photo, vers une possibilité d'expression visuelle personnelle plus complète. Je serai ravi de vous aider à soutenir votre expression. À bientôt!